Bonsoir à tous, le face-à-face de la semaine, une heure de débat entre Éric Zemmour, Hubert Védrine, l'éditorialiste et le géopoliticien. Voici quelques axes que nous verrons ensemble. Quel a été l'impact de la politique diplomatique de François Mitterrand sur le maintien de l'influence de la France? Aujourd'hui, entrons-nous dans un monde plus dangereux au sortir de la crise sanitaire, un moment de rupture pour les équilibres mondiaux? Comment l'Europe peut-elle se positionner dans le triangle Chine, Russie et les États-Unis qui voudraient les affronter? Et puis, l'islamisme qui monte en puissance dans le monde, s'inscrit-il dans une idéologie totalitaire comme celle du XXe siècle? C'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Hubert Védrine, bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Hubert Védrine, vous êtes géopoliticien, vous avez été ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Jospin et Chirac, vous avez été secrétaire général à la présidence de la République sous François Mitterrand et vous avez écrit de nombreux livres. Alors je peux citer la biographie du colonel Ulrich ou encore Compte à rebours, Face au chaos, Sauver l'Europe et après Les mondes de François Mitterrand. Et voici votre dernier ouvrage, Dictionnaire amoureux de la géopolitique chez Plon-Fayard. Alors on va dire que c'est un dictionnaire subjectif, c'est une sorte de balade historique pour remettre un peu de contexte dans ce monde de l'immédiateté. On va commencer avec François Mitterrand, si vous voulez bien. On a beaucoup parlé du bilan politique de François Mitterrand à l'occasion des 40 ans de son élection et notamment son bilan culturel. Mais quel bilan tirer de sa politique diplomatique ? L'élément principal, c'est que François Mitterrand était président quand le monde de l'Est-Ouest s'est désagrégé, avec la fin de l'URSS. Donc il était une sorte de passeur entre le monde, disons, de la États-Unis, URSS, la guerre froide, et le monde global chaotique dans lequel on est. Ça s'est passé pendant son deuxième septennat. Donc la question de l'URSS, donc la question de la réunification allemande, qui est un sous-produit de la fin de l'URSS, et toute la configuration de la suite. Et moi, je trouve que la façon dont ça a été géré collectivement par George Bush, père, le président des États-Unis, John Major, plus que Thatcher, Helmut Kohl, Gorbatchev, il ne faut pas oublier, et François Mitterrand, est exceptionnel. Je parle de la fin de l'Est-Ouest, qui était considérée comme une source de guerre possible en Europe depuis des décennies. En revanche, la désintégration de la Yougoslavie, à peu près à la même époque, a été gérée par personne, à commencer par les Yougoslaves, mais aussi les Européens, le pape, les Américains, etc. Mais l'élément clé, c'est une bonne gestion rationnelle qui a débouché, on peut en débattre, en ce qui concerne l'Europe sur le traité de Maastricht, et qui n'a pas débouché sur ce que Mitterrand proposait par rapport à la Russie, parce que là, il était complètement seul. Pour moi, c'est l'élément principal. Votre regard, Éric Zemmour. Je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic, c'est-à-dire évidemment le basculement qui s'est déroulé pendant le second septennat de François Mitterrand, et d'ailleurs qui était en 89, c'était très intéressant en 1989 parce qu'il y a eu plusieurs moments. On a fêté à la fois le bicentenaire de la Révolution, comme François Furet disait, c'est la fin de l'ère ouverte par la Révolution française, et on a effectivement subi, en tout cas vécu, la fin de la guerre froide, la fin de la division de l'Allemagne, etc. On ne peut pas dire subi, on a géré. Oui, on l'a subi. On l'a subi car François Mitterrand ne le voulait pas au départ. Souvenez-vous, enfin c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il est allé en RDA pour essayer de conforter le régime est-allemand. Et il a soutenu le coup d'État en URSS des généraux. Donc, il a tout fait pour... vous répétez ce en tout cas, c'est ce qui était vu de l'extérieur. Non, de l'extérieur déjà. De l'extérieur, quand vous allez à Berlin-Est et que vous allez voir le gouvernement de RDA qui va tomber, on se dit, il veut le soutenir. Bon, c'est peut-être primaire, c'est peut-être sommaire, oui. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça est interprété. C'est surtout inexact. Pourquoi le président américain Bush trouve ça tellement utile d'aider Kohl pendant la transition? Donc Kohl lui-même dit que ça va durer plusieurs années à l'époque. Donc il envoie son secrétaire d'État la semaine suivante pour dire la même chose que Mitterrand aux mêmes interlocuteurs. Mais Hubert Védrine, il y a une polémique qu'en France. Mais je ne fais pas de polémique. Non, mais lisez les historiens. Mais je ne fais pas de polémique. Je ne dis pas qu'il a eu tort. Non mais... Moi, je pense que la réunification de l'Allemagne est une catastrophe pour la France et que François Mitterrand le sait, parce qu'il est un homme du XXe siècle et qu'il sait tout ça. Il sait le fameux mot de Mauriac, j'aime tellement l'Allemagne que je préfère qu'il y en ait deux. Oui, donc, il sait très bien que l'Allemagne réunifiée sera trop grosse pour nous. Donc je ne le critique pas d'avoir essayé de sauver l'RDA. Je dis il a essayé de sauver l'RDA, c'est tout. Non, j'ai dit c'est inexact. George Bush a fait la même chose. Mais... Et après que Kohl a changé de ligne, ça s'est accéléré. Si on pense ce que vous pensez, vous devriez vous rappeler que dès le mois d'octobre 81, à Latch,
il avait envisagé tout ça avec Schmitt, et que pendant des années, 80 jusqu'à 89, 90, la vraie date, c'est pas le mur, hein, celle-là. Mitterrand ne s'est jamais dit est-ce que je suis pour ou contre, question idiote. Il s'est dit comment faire en sorte que ce soit géré le mieux possible. C'est toute la politique de plusieurs, pas l'automne 89. Ce qui se passe est très attendu depuis des années. Pardonnez-moi. Surtout depuis l'arrivée de Gorbatchev. Tout ça est très attendu peut-être pendant des années, mais qu'on se dit qu'on a encore 50 ans devant nous. Et que personne n'imagine que l'URSS va tomber en 89. Pas du tout. En octobre 81, Mitterrand dit à Schmitt, dans 15 ans maximum, peut-être 10 ans, l'URSS ne pourra plus empêcher la réunification. En octobre 80. Donc la seule question pendant une décennie, c'est comment gérer le truc. Bon, on ne va pas vous mettre d'accord là-dessus, mais j'ai une autre question. Excusez-moi, alors dans ce cas-là, c'est pire encore que ce que je disais. Pourquoi ? Parce qu'il a paru complètement débordé et complètement pris de vitesse par Kohl. Pour quelqu'un qui s'y était préparé depuis 10 ans, excusez-moi, c'est encore pire. Vous voyez, moi j'étais généreux avec lui. Vous êtes plus dur que moi en fait. Il a obtenu l'euro que vous contestez. Ah mais justement, on va en parler de ça. Il a obtenu la frontière Oder-Neisse. Oui. Il a obtenu plusieurs choses parce qu'au dernier moment, la relation Kohl-Mitterrand personnelle, disons, a permis d'obtenir de Kohl deux choses que souhaitait Genscher, son ministre, mais Kohl hésitait à cause de son aile droite. Je vous accorde... Attendez. Les historiens aujourd'hui, français-allemands, Bozo, Chabert, etc., ils pensent ce que je dis. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison d'abord, mais... Non, mais ils pensent comme les journalistes. Vous répétez ce qu'ont dit les journalistes à l'époque. Mais non, mais je ne répète rien. Je vous dis encore une fois, je ne le critique pas. Je pense que la réunification allemande est une catastrophe pour la France. Donc il a tenté de l'arrêter parce que c'était mauvais pour la France. Je le loue d'avoir fait ça. De la gérer. Donc vous ne le trouvez pas assez dur, en fait. Oui, exactement. Il aurait dû s'y opposer. Mais il a tenté de s'y opposer. Non. Il a tenté de l'accompagner. Il a réussi. Non. Accompagner la gérer. En plus, là... Mais... Alors vous contestez les résultats, parce que vous contestez l'euro. C'était la deuxième partie. C'est lié. Bon. Oui, c'est lié, évidemment que c'est lié. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a, moi, je pense que François Mitterrand a essayé de garder les fondamentaux gaullistes, c'est-à-dire la dissuasion nucléaire, la France, membre du Conseil de sécurité, etc. Et puis il avait le style monarchique, donc ça allait bien à sa politique étrangère. Encore une fois, ce n'est pas une critique. Dans ma bouche, c'est plutôt un compliment. Bon, j'aimerais vous poser une autre question. Allez-y. En revanche, quand il a vu justement, parce que je maintiens que pour lui, vu son histoire et vu ce qu'il sait des deux guerres mondiales, il sait que la réunification allemande est une catastrophe géopolitique pour la France parce que elle met l'Allemagne au sommet de l'Europe et elle le met en partenaire privilégié des États-Unis. Le partnership et le leadership, c'est un déclassement pour la France. Et donc il essaye de faire du judo avec ça et de transformer cette réunification en agrandissement européen avec l'euro. Et il dit, pour les Allemands, le Deutschmark, c'est la bombe atomique des Allemands, on va leur prendre. Et c'est là qu'il fait une erreur absolument majeure, mais ce qui n'est pas étonnant, puisque en économie, on ne peut pas dire que c'était un prix Nobel, et qu'il ne comprend pas qu'en vérité, l'euro va être une catastrophe pire encore que le Deutschmark pour l'économie française, car elle va aggraver la spécialisation industrie-service. L'Allemagne va prendre... J'ai fini. Il termine ensuite Hubert Védrine. Elle va aggraver la spécialisation et elle va empêcher, elle va aggraver encore la facilité, la productivité, l'avantage productiviste des Allemands. Je ne pense pas non plus que vous soyez un prix Nobel d'économie. Moi non plus. Mais je lis davantage d'économistes que Mitterrand, je pense. Oui, mais aucun prix Nobel d'économie parle comme vous. Aucun. Ah, ils étaient tous contre l'euro à l'époque. Non, pour des raisons américaines. Non. Pour des raisons américaines. Parce qu'ils avaient peur que ça marche. Non. Non, c'est le contraire de votre argument. Mais ça, c'est un mythe français, monsieur. Non, c'est des choses précises. Donc les responsables américains ricanaient sur l'euro parce qu'ils espéraient que ça n'allait pas marcher. C'est ça l'idée. Donc c'est une autre approche. Parce que vous croyez vraiment que l'euro est le concurrent du dollar. Mais ils rigolent aux États-Unis en vous entendant. Excusez-moi, monsieur Védrine. Alors il rigole. Hubert Védrine. Ils étaient d'exorciser parce que tous les jours dans le Wall Street, on écrivait que ça ne marchera jamais, c'est ridicule, etc. Ben oui. Non, c'est pas le cas. Ça n'a pas marché aussi bien qu'on espérait, mais ça marchait plus que ce qu'ils souhaitaient eux. Quant au dilemme, comment on va gérer une Allemagne qui redevient plus forte et centrale, c'est pas à l'automne 89. Mitterrand réglait ça dans sa tête des années avant. Des années avant. Ça s'est pas vu. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas bien compris les événements à l'automne 89. Vous étiez trop jeune dans le métier, peut-être. Vous n'avez pas lu les historiens. Parce que chacun. J'ai lu des historiens sur cette période, monsieur Védrine. Sur la frontière Oder-Neisse, Genscher venait voir Mitterrand en disant tenez bon face à Kohl. Je voulais accorder tout de suite ça. Voilà. Je n'ai pas discuté. D'accord. Et sur l'euro, rappelez-vous que sur l'euro, il y avait un consensus général
et que l'Allemagne a résisté au dernier moment, mais pas pour les raisons que vous indiquez. Les Américains n'étaient pas pour, parce qu'ils ne veulent pas de monnaie européenne, parce que c'est embêtant pour eux, même si ça ne marche pas bien. Donc j'ai une lecture tout à fait différente. En revanche, je reconnais que quand Mitterrand a lancé trop tôt, le 31, pour que je n'ai pas l'air d'un défenseur aveugle, systématique. Non, vous en prie. Vous avez le droit de défendre Mitterrand. Vous avez le droit, oui. Oui, mais surtout quand c'est fondé, que les explications sont infondées. Bon. Alors, le 31 décembre 89, quand il parle de la Confédération, c'était une vraie grande idée. Mais Il a lancé trop tôt, pas trop tard, trop tôt. Oui. Les fameux médias n'ont rien compris. il a échoué. Ça n'a pas marché, ça a été torpillé, notamment par Havel et par les Américains. Exactement. Parce que c'était une... Alors là, je Donc dis vous pas que voyez, ça marchait. Monsieur Védrine, c'est très intéressant ce que Mais vous je dites. Je dis pas comme vous sur l'euro, je dis le contraire sur Mais l'euro. non, mais vous voyez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous prouvez que j'ai raison. Non. Quand les Américains sont vraiment gênés par quelque chose, ils le torpillent. La Confédération avec la Russie. Quand, contrairement à ce que vous croyez, ils s'en foutent, parce que jamais l'euro n'est un rival du dollar, jamais l'euro ne rivalise avec le dollar. C'est un mythe français, c'est une chimère française. Non. Et en revanche, mais non, parce que c'est pas du tout une monnaie de réserve, parce que justement les Allemands ne veulent pas. Non, mais Et donc c'est leur seul problème aux Américains, c'est le dollar en monnaie de réserve. En revanche, ça a déstabilisé la productivité française qui n'était déjà pas brillante. Non, c'est pas l'euro en soi, c'est pas la monnaie unique en soi. Donc ça a coïncidé avec une politique contestable de la Banque centrale après. Et c'est pas l'euro en soi. Si, l'euro en soi a accentué les spécialisations. Non. Si, Non, mais... excusez-moi, c'est la théorie de Mundell. C'est-à-dire que quand on a une zone économique optimale, et ben là, chaque région se spécialise. C'était la même chose avant, dans la zone marque de facto, dans laquelle on était avant. Donc l'euro, même si on prend un peu de votre raisonnement, pas en entier, c'est moins pire que la zone marque d'avant. Bon, on vous a entendu chacun. Je suis pas d'accord, on pouvait au moins dévaluer. On vous a entendu chacun, et on ne vous mettra pas d'accord là-dessus. Moi, j'aimerais vous entendre aussi, messieurs, sur leur rôle. Est-ce que François Mitterrand, il a réussi à maintenir l'influence de la France dans ce monde post-guerre froide ou un monde qui évoluait très, très rapidement? Depuis l'époque du changement dont on parlait, tous les présidents français ont essayé d'adapter la politique étrangère française et de garder les fondamentaux tout en les adaptant, gardant les éléments clés, le siège au Conseil de sécurité, la dissuasion, l'influence linguistique. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'avant, en fait. Donc il ne faut pas se focaliser que sur Mitterrand. Voyez. D'accord. Bon, mais si vous regardez, par exemple, le poids de la France dans les institutions européennes, le poids au Parlement, le poids au Conseil européen, les droits de vote, vous voyez, si vous regardez, quand Mitterrand s'en va en 95 et aujourd'hui, c'est évident qu'il y a eu un décrachage institutionnel. Mais donc, on ne peut pas l'imputer à Mitterrand, ça. Excusez-moi. Le décrochage économique et industriel, ça a commencé avant, en fait. Oui. Mais donc, il y a des éléments où je pense que François Mitterrand avait réussi le plus possible, le mieux possible, à maintenir les atouts. Mais on est quand même dans un monde global où les Occidentaux eux-mêmes ont perdu le monopole. Les Européens sont d'accord sur rien sur le plan stratégique. On va en parler. Donc, c'est très dur pour la France en soi. Mais franchement, le bilan est remarquable, vu le contexte. Monsieur Védrine, Éric Zemmour. Moi, je pense que justement, le déclin commence avec François Mitterrand. Et pour une raison simple, c'est qu'il a changé la nature de l'Europe avec le traité sur Maastricht. C'est-à-dire qu'on est passé à une Europe à la fois avec de moins en moins de protection commerciale, avec de plus en plus de fédéralisme, avec de plus en plus de compétences transmises, avec de plus en plus de concurrence entre les pays européens, avec une impossibilité de faire une politique industrielle. C'est pas le traité en soi. Si, mais non, c'est la logique maastrichtienne. Non, c'est pas logique, c'est une coïncidence historique. Non, on peut corriger. Tout n'est que coïncidence avec vous. Alors évidemment, on n'en peut rien. Alors la coïncidence, l'euro, il y a une désindustrialisation, c'est pas à cause de l'euro, c'est une coïncidence. Il y a une perte de souveraineté française, c'est pas à cause de Maastricht, c'est une coïncidence. Non, il n'y a pas que des coïncidences, il y a aussi des choix qui ont été faits. Tout ça peut, non, je suis pas d'accord, mais tout ça peut rechanger. Beaucoup des phénomènes que vous imputez à l'euro avaient commencé avant. La perte de compétitivité française, industrielle. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que l'euro est la seule cause. Non, je suis d'accord avec vous. Non, mais vous raccordez tout à l'euro. Non, pas du tout. Vous avez été obsédé par le sujet. Pas du tout, je ne suis pas obsédé du tout. En plus, la politique menée dans l'Union européenne par la Banque centrale, ça peut se changer, ça peut se corriger. Regardez sur la concurrence.
Oui. Ça commence à changer. Oui, ça commence. Regardez ce que dit la Commission européenne, ça commence à changer. Ça commence, mais ça fait 20 ans qu'on dit que ça va changer. Non, mais tant mieux si ça change maintenant. Et je ne suis pas obsédé par l'euro, je sais bien qu'il y avait des problèmes avant, qu'on a justement, que Mitterrand a accentué de façon excessive les charges sociales et que ça a continué après et que ça avait commencé un petit peu avant sous Giscard. Je sais tout ça, je sais qu'on a fait des mauvais choix industriels, mais il n'empêche qu'il y a un double problème, c'est qu'avec l'euro plus l'ouverture mondiale du libre-échange, l'industrie française a pris l'eau. Non, il n'était pas fatal que c'est lieu en même temps. En même temps dans le cycle... Si, parce que c'est l'Europe qui l'a voulu ainsi, M. Védrine. Non, l'Europe s'est pliée, une espèce d'environnement climatique, celui de Reagan, Thatcher, Milton Friedman. Mais je note que pour Éric Zemmour, c'est important, le déclin ne commence pas en 81. Important. Non, il a des signes avant, je suis d'accord. Vous savez, j'ai écrit là-dessus. Donc le déclin commence en 92. En 80 Oui. 92, vous l'avez dit. Non, donc il y a une longue période de Mitterrand qui n'est pas du tout le déclin. Non, pas du tout. Je dis que le Maastricht a été une catastrophe pour la France et qu'on a basculé dans une autre Europe de plus en plus fédérale et de plus en plus ouverte au monde, libre-échangiste et de plus en plus libérale, c'est tout. Et que ça nous pose des problèmes. Je ne dis pas que je dis pas que tout vient de là. Je ne dis pas ça. Il y a évidemment d'autres spécificités françaises que j'ai décrites tout à l'heure. Mais je dis que ça a aggravé les problèmes, c'est tout. Alors, dans ce monde dans lequel on a basculé, est-ce que la crise sanitaire aujourd'hui n'a pas encore empiré les choses? Est-ce qu'on n'entre pas dans un monde très dangereux? Est-ce qu'on n'est pas dans un moment de rupture pour les équilibres mondiaux? Et aussi, on peut dire crise financière, crise migratoire, crise climatique, crise de l'autorité. Est-ce qu'on entre, Hubert Védrine, dans un monde beaucoup plus dangereux? Alors, à mon avis, tous les éléments que vous citez étaient présents avant la pandémie. La compétition entre les États-Unis et la Chine, le fait que les Européens n'arrivent jamais à se mettre d'accord sur une question stratégique, ça c'est une question économique. L'affrontement au sein de l'islam entre la minorité islamiste et les autres, ça existait avant tout ça. Donc, et puis la Russie qui était toujours là, alors que beaucoup de pays occidentaux y pariaient sur sa quasi-disparition. Vous voyez, ça existe avant. Donc pour moi, la pandémie n'est pas un point de départ, mais c'est un révélateur, un élément aggravant, un anticipateur, comment dire, il s'est intensifié, la crise, et ça révèle de façon qu'on ne peut plus masquer maintenant, donc la dureté qui existait déjà avant. D'ailleurs, quand Guterres, l'excellent secrétaire général des Nations Unies, a parlé d'un monde chaotique, pas au bord de la guerre, mais instable et imprévisible, c'est avant. Donc tout était là. Mais tout a été accéléré et intensifié. Alors, la question est maintenant de savoir si on va collectivement réussir à tirer des leçons de la façon dont la pandémie était bien ou mal gérée par les uns et les autres. Je ne parle pas des règlements de compte politiques, ça n'a pas d'intérêt, mais globalement, parce que les virologues, contrairement aux médecins, ils ne sont pas en contradiction entre eux, ils nous disent qu'il y en aura d'autres, pour des raisons de surpopulation, de déforestation, etc. Voyez, donc la question, c'est en 2022-2023. Mais ça ne change pas complètement la donne géopolitique, en réalité. Et tout le monde la voit mieux. Tout le monde la voit mieux. Je suis d'accord avec le diagnostic, c'est-à-dire qu'évidemment, tout préexistait avant, mais comme toujours d'ailleurs, c'est pareil pour la guerre 14, c'est pareil pour toutes les crises, etc., tout en gestation avant, et ça s'accélère. Cette épidémie a accéléré quand même deux choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est le transfert de richesses et de puissance de l'Occident vers l'Asie. Et le second, c'est l'échec de l'idéologie multilatéraliste qui a régné depuis 1945 et surtout depuis 1989 et qui justement a avoué, si j'ose dire, que nous sommes revenus aux États-nations. C'est quand même révélateur, cette crise. On est revenu au 19e siècle, avec des rapports de force, on a vu pour les vaccins, on a vu pour qui gérait mieux les crises. Il y a d'un côté l'Asie qui prend le dessus sur l'Europe et l'Occident, et de l'autre, on a des États-nations qui reviennent en force et qui prennent le pas, en particulier les vieilles nations, les vieux empires comme la Turquie, comme la Russie, comme la Chine, c'est des pays qui renaissent de leurs cendres et qui veulent s'imposer en tant que nation et qui n'ont que faire de nos discours, d'ailleurs vous le dites vous-même, de nos discours moralisateurs, occidentalistes et droits de l'homiste. Je pense que c'est les deux grands phénomènes. On peut dire d'ailleurs que cette épidémie ressemble, vous savez, vous vous souvenez, dans la guerre du Péloponnèse de Thucydide, l'épidémie de peste, je crois que c'était vers 430 avant Jésus-Christ, qui affaiblit
considérablement Athènes et qui fait qu'elle va perdre dans son combat avec Sparte. Il y a de ça entre les États-Unis et la Chine. Et évidemment, je fais référence à ça parce que c'est le fameux piège de Thucydide du professeur américain Graham Allison, qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une puissance déclinante et une puissance montante, il y a forcément un affrontement. Alors pour l'instant, c'est contenu par la peur atomique. C'est ça qui a changé par rapport à toutes les périodes du passé. Mais il n'empêche qu'on voit bien que là, il y a quelque chose qui ressemble à cela et qui s'est encore accéléré pendant cette épidémie. Alors, je ne suis pas en désaccord en bloc. Tout est un peu vrai, mais tout est schématisé quand même. On n'a que 3 minutes pour expliquer. Et dramatisé. Non, on a encore dramatiser, non ? Pourquoi dramatiser ? J'ai dit que justement, la guerre était évitée par la bombe atomique. Regardez l'Asie. Ça ne veut rien dire, l'Asie. Vous parlez de l'Inde ou de la Chine ou de qui ? Oui. À part l'Inde, tous les pays se sont mieux tirés que l'Europe. Bon. Attendez, le bilan... Japon, Taïwan, le Singapour... Que pandémie, mais il n'y a pas un basculement global. Il y a le phénomène chinois géant, incroyable, qui existait avant. Ça ne forme pas un bloc géopolitique. Les Occidentaux, ils ont encore énormément de réserves. Vous êtes trop fataliste sur l'Occident. Les États-Unis ont encore énormément de capacités de rebond, capacité de l'invention. Ils ont encore le dollar, précisément, les sanctions, la force militaire, etc. Donc, vous voyez, c'est trop. Il y a un peu de vrai dans le fait que les pays asiatiques, pour le moment, donnent l'impression, surtout pas tellement la Chine, les pays d'Asie du Sud-Est, en l'effet de la pandémie. Mais c'est pas un basculement. Non, mais il n'y aura pas de basculement dans le monde de demain. C'est trop simpliste. Il y aura plusieurs pôles, plusieurs endroits. Il ne faut pas raisonner par un gros bloc. Excusez-moi, je trouve qu'il y a un basculement économique et un basculement éducatif. Il y a un basculement qui va devenir un basculement géostratégique. J'ai compris ce que vous disiez, mais je ne partage pas, en tout cas, que très partiellement. On va s'arrêter dans un instant, justement, sur... Le multilatéralisme, c'est une méthode et c'est un cadre, ce n'est pas une idéologie. C'est une idéologie aussi. Ça dépend qui l'interprète. Bon, il vaut mieux coopérer, essayer de coopérer que s'affronter bêtement, etc. Enfin, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Non, aussi. C'est différent, c'est une question de méthode. Bon, alors évidemment, il ne faut pas être naïf. Quand les Américains reviennent dans le multilatéralisme, que Trump avait eu tort d'abandonner même de son point de vue, c'est pour exercer leur leadership. Évidemment. C'est pas pour renforcer, faire naître l'Europe puissance. Donc il faut que les Européens le sachent. Oui. Mais on ne va pas renoncer à la méthode coopération internationale. Je pense même que dans l'OMS, il faut aller plus loin par rapport aux pandémies de l'avenir. Donc, vous ne pouvez pas condamner le multilatéralisme globalement comme ça. Je pense que c'est un échec du multilatéralisme et que en fait, vous avez tout à fait raison sur un point. Il n'y en a pas eu. Que les États-Unis. Oui, ben justement, c'est que les États-Unis ne se servent du multilatéralisme que pour imposer leur volonté et leur hégémonie. C'est ce qu'on fait aussi. Mais que ça marche plus. Ça marche qu'avec les Européens, parce que les Européens cherchent leur soumission volontaire. Non, mais ça ne marche pas avec la Chine, ça ne marche pas avec la Russie, ça ne marche pas avec les pays d'Asie, ça ne marche plus tout ça. Même les puissances qui ressortent. Vous avez visité la Turquie, la Chine, on peut parler d'Israël et d'autres pays, ou l'Iran, qui ressortent, parce qu'ils profitent du fait que les États-Unis ne contrôlent plus l'ensemble du système. Et la Chine, pas encore. Ils ne sont pas complètement opposés au multilatéralisme, ça dépend. Donc toutes ces puissances vont répartir entre les objectifs nationaux poursuivis par des moyens classiques et en même temps la négociation, en même temps la coopération. Ça a toujours existé, c'est pas le multilatéralisme, ça. La négociation, ça a toujours existé. Mais le Congrès de Vienne, on négociait. Ça a toujours... Westphalie, en 1648, on négociait. Vous êtes trop schématique sur le multilatéralisme. Alors, on va... Parce que vous faites semblant de croire que c'est aussi la négociation. Le multilatéralisme, ce n'est pas la négociation. Ça peut l'être. C'est aussi une idéologie. Ça peut l'être. Mais bien sûr, mais tout peut l'être. Mais on a toujours négocié. Oui. La multilatéralisme, c'est d'abord une idéologie qui dit que la souveraineté nationale n'est plus première. Elle doit s'incliner devant les... Bah si, c'est les organisations internationales. Il faut faire comme disait Clinton, qui était plus roublard. Il disait, s'il y a un problème, on essaie de le régler avec nos amis, nos alliés. Si ça ne marche pas, on le règle tout seul. Alors, pour faire une parenthèse justement sur cette idéologie, on va dire, multilatéraliste, comme cite Éric Zemmour depuis 1945, et toutes ces organisations internationales, l'ONU, l'OMC, l'OMS, etc. L'ONU, par exemple, 75 ans, bientôt 76 ans. Si on regarde à la base, c'était une organisation qui voulait assurer la sécurité mondiale fondée sur les valeurs démocratiques, les droits de l'homme. On peut quand même accuser l'échec de l'ONU. Non, mais tout serait pire sans l'ONU. Si vous enlevez l'ONU, quel serait le progrès ? Il n'y a pas de progrès, en fait. Non, si vous enlevez l'ONU, ça sera aussi bien. Et on n'aura pas les leçons de morale de l'ONU sur la théorie du genre, sur les grandes migrations, sur les LGBT. C'est pas l'ONU, ça. Si, c'est l'ONU. Non, c'est une sorte de convulsion
Dans les campus américains, c'est pas Oui, l'ONU. oui, absolument. Mais c'est pas l'ONU. oui, Mélangez pas tout. mais c'est l'ONU qui les utilise aussi et qui les promeut aussi. Que ça envahit une partie de la sphère occidentale. Oui. Précisément pas asiatique. Donc Absolument. je dirais que c'est pas parce qu'il y a une attente complètement irréaliste par rapport à l'ONU ou d'autres organismes qu'il faut les rejeter. Donc je pense que le cadre onusien va survivre, sera utile dans énormément de domaines auxquels vous ne pensez pas, que vous ne citez pas. Il ne faut pas regarder que les questions qui n'ont pas marché. Il y a des dizaines d'organisations onusiennes, dont des dizaines, pour ne pas dire 100, pour ne pas dire 150 pays dans le monde ne peuvent pas se passer. Voilà, donc il faut avoir un jugement plus équilibré sur l'ONU, qui est un cadre utile. Encore aujourd'hui. Un cadre utile. Et moi, j'ai jamais attendu des miracles incroyables de l'ONU. Non, mais attendez, l'ONU, normalement, c'était pour le maintien de la paix. Vous ne me dites pas que c'est un cadre utile. On pourrait très bien s'en passer. Et vous l'avez dit vous-même, mais qu'est-ce qui a maintenu la paix mondiale? C'est la bombe atomique, ce n'est pas l'ONU. La dissuasion. Ben oui, donc c'est la bombe atomique. Il y a énormément de conflits secondaires que vous n'avez plus à l'esprit, qui ont été gérés, empêchés, traités par la négociation internationale sous couvert de l'ONU. Oui, mais donc alors, ça serait traité autrement. Non, vous me demandez mon avis, je vous donne mon avis. Oui, oui, très bien. Je pense que tout serait pire sans l'ONU. Voilà. Moi aussi, je vous donne le mien. On a entendu votre... Alors, vous avez parlé, vous avez insisté chacun, justement, sur les grandes forces qui ressortent en ce moment. On va dire dans la continuité de ses prédécesseurs. Joe Biden a fait de Moscou et de Pékin les principaux adversaires des États-Unis et par extension, évidemment, du monde démocratique occidentale. Est-ce que cette opposition est pertinente? De leur point de vue, oui, parce que pour les Américains, c'est la guerre de The West, l'Occident contre The Rest, l'ensemble des autres. Moi, c'est pas mon point de vue, je suis très, très français là-dessus, mais il ne faut pas mettre les deux sur le même plan. Le vrai défi, c'est la Chine. Parce que pour les Américains, l'idée que la Chine devienne numéro un, c'est humiliant, c'est insupportable, c'est angoissant. C'est le piège de Thucydide dont je vous parlais tout à l'heure. Oui, mais il n'est pas fatal. D'ailleurs, même dans Allison, on voit qu'il y a pas mal de cas où ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais à cause de la dissuasion nucléaire. Là aussi, il ne faut pas schématiser. Bon. Alors, donc, le problème des Américains, c'est qu'ils sont embarrassés par des décennies d'instrumentalisation de la menace soviétique, qui était tout à fait réelle. Mais curieusement, on avait moins peur de négocier avec l'URSS qu'aujourd'hui avec Poutine. Donc ça, c'est une approche absurde. Parce que la Russie d'aujourd'hui est moins dangereuse, moins armée, elle tue des gens indûment, mais moins que l'URSS, etc. Bon. Donc je pense qu'au bout d'un moment, dans un an ou deux, j'en sais rien, mais Biden se dira, c'est quand même absurde, si je veux endiguer la Chine, de m'aliéner en même temps la Russie. Donc moi, je n'exclus pas qu'après un an ou deux de bras de fer avec Poutine, et de mots violents sur Poutine, qui sont d'ailleurs assez fondés, mais la géopolitique, c'est pas ça, comme ça que ça marche, je n'exclus pas qu'un jour Biden rencontre Poutine, ce qui laissera les Européens d'ailleurs interloqués, et qui regarde ce qu'il peut quand même faire avec eux. Parce que s'il reconstitue Chine-URSS, l'affaire Indo-Pacifique ne peut pas marcher. Donc il ne faut pas juger Biden sur le démarrage, voilà ce que je veux dire. Et les Européens feraient bien d'avoir leur propre vision. Éric Zemmour. Alors, je suis d'accord que le défi essentiel des États-Unis, c'est évidemment la Chine, mais ils veulent nous embarquer dans une lutte avec la Chine, première chose. Oui. En disant, en refaisant toujours leur numéro manichéen de l'axe du bien contre le mal. Ils ont toujours fait ça. Ils ont fait ça d'ailleurs même avant l'existence de l'URSS, puisque c'était déjà leur stratégie quand ils sont arrivés pendant la guerre 14 et évidemment pendant la guerre 39-45. Ils ont toujours. Mais là, c'est une lutte de puissance. Oui, oui, absolument. Mais nettement. Mais oui, on est d'accord. Mais ça a toujours été une lutte de puissance. Et là, c'est une lutte de superpuissance. Ouais. Avec la Russie, c'est autre chose, d'après moi. D'après moi, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ils savent très bien que la Russie n'est plus l'URSS. Simplement, la Russie, comme l'a très bien expliqué Brzezinski dans son fameux livre, Brzezinski avait bien expliqué que c'était le moyen de séparer l'Allemagne de la Russie. La France, l'Allemagne de la Russie. Et qu'à chaque fois, les Américains inventent des conflits avec les Russes pour nous séparer de la Russie et pour qu'il n'y puisse pas justement y avoir la fameuse confédération avec la Russie dont vous parliez tout à l'heure. Ils les inventent pas. Non, ils les utilisent. Ils les inventent pas. Ils inventent médiatiquement et politiquement. Il y a toujours quelque chose qui existe. Oui, mais on n'est pas dans un film. Ils ne peuvent pas les inventer. Donc ils utilisent des éléments disponibles pour... voilà. Ça s'appelle inventer pour la géopolitique, parce qu'en fait, sinon, c'est des éléments qui sont anodins, qu'ils pourraient mépriser. Ça n'a pas été le cas après la guerre, parce que quand Truman a accepté finalement de faire une alliance atlantique, c'était à la demande des Européens. Oui, je sais bien. Et la menace stalinienne était réelle à l'époque. Bien sûr. Donc il y a un moment particulier, je parle d'ailleurs dans mon livre, il y a un moment particulier autour de Truman qui est trop oublié, qui est très intéressant. Enfin, on n'est pas en 47, hein, vous êtes d'accord avec moi. Non, les fondamentaux sont toujours là.
Ah non, pas avec la Russie. Dans la tête des Européens, c'est toujours ça. Dans la tête de certains Européens. Presque tous. Les pays de l'Est surtout. Non, Parce que l'Allemagne, par exemple, c'est d'après moi, ils n'ont pas peur de la Russie. Simplement, ils ne veulent pas se soumettre à une autre puissance militaire que les États-Unis. Et ils ne veulent pas se soumettre à la puissance militaire française, qui est notre seule supériorité sur eux. Et donc, ils préfèrent se soumettre aux États-Unis et donc faire croire qu'ils ont peur des Russes avec les Américains, même si ça leur pose des problèmes, comme tout le monde l'a vu avec le Nord Stream 2, puisque là, leur stratégie trouve ses limites. Mais c'est leur choix de ne pas, surtout pas, de dépendre de la puissance militaire française, qui est évidemment sans commune mesure avec la puissance militaire américaine. Donc, effectivement, et tout le problème de la France, c'est qu'en ayant fait le choix européen, en ayant fait le choix de la souveraineté européenne, comme dit Macron, de la défense européenne, je pense qu'on en parlera, la France renonce à sa politique d'indépendance traditionnelle, elle s'aligne pour ne pas, surtout pas quitter l'Allemagne, elle se soumet aux États-Unis. Et du coup, elle perd toute valeur ajoutée aux yeux des autres. Par exemple, je sais que Poutine n'a plus du tout confiance dans la France, du tout confiance dans Emmanuel Macron, même si Emmanuel Macron a essayé de lui tendre la main, etc. Poutine n'a aucune confiance dans la France. Excusez-moi de le dire, mais vous schématisez trop. Donc, non, mais il n'y a que vous qui êtes subtil, vous savez bien, Édouard Védrine. Donc moi, je fais ce que je peux avec mes petits moyens. Je peux vous recommander une vingtaine de personnes subtiles à inviter pour discuter. Je vous en prie. Alors, mais c'est vrai, comment l'Europe peut se positionner? Il y a toujours un peu de vrai, puis les conclusions sont exagérées et en plus impraticables. Donc c'est compliqué de discuter. C'est pas du tout impraticable. Excusez-moi, on n'était pas obligé de rentrer dans l'état-major intégré de l'OTAN, comme l'avait décidé Sarkozy. On n'était pas obligé. Mitterrand ne l'avait pas fait. Mitterrand ne l'avait pas fait, Chirac avait failli mais il n'avait pas fait, etc. Moi, je n'ai jamais été pour ça. Bon. Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas de... Oui, mais après, quand Hollande vous a demandé est-ce qu'on ressort, vous lui avez dit non. Et on ressortit, on aurait fait quoi? Comment? Le général de Gaulle l'a fait. Mais non, ça n'a aucun rapport. Ah, le général de Gaulle n'est pas sorti de l'état-major intégré. Ça aussi, c'est exagéré. Le général de Gaulle est sorti au bout de 10 ans, après avoir fait 36 propositions pour réformer l'OTAN. 65-67, oui, pour réformer. Oui, d'accord. Ouais. Et alors? Il ne voulait pas sortir, a priori. Bon. Eh ben moi, je suis désolé, mais je pense que la France de Hollande n'était pas capable à supposer que c'était une bonne idée, d'assumer la sortie et les suites. Donc vous dites que c'est pas bien d'être rentré, mais vous dites que c'est pas bien de sortir. Donc c'est jamais bien en fait. En tout cas, je donne un exemple de schématisme. Quand vous faites le lien... Alors moi, votre subtilité, je le suis plus. Mais allez-y, j'écoute mon schématisme. On vous a perdu en route, là. Vous êtes trop subtil pour moi. Donc je trouve qu'il n'y a pas de contradiction avec l'idée de souveraineté. L'idée de souveraineté, ça consiste à dire, en plus, on peut tout à fait combiner le maintien d'une politique française très claire et nette sur les intérêts vitaux et de dire, en plus, nous allons essayer de construire une souveraineté européenne. Ça, c'est pas antagoniste pour les autres Européens, alors que sur le plan militaire, ils veulent garder la protection classique. Et quand on vient sur le terrain du numérique, par exemple, du fait qu'il faut réindustrialiser l'Europe, avec les technologies d'avenir, liées à l'écologie, tout ça, on est sur un terrain qui ne devrait pas vous amener à cette espèce de vision binaire. L'idée de souveraineté européenne, en plus, n'enlève rien à la dimension française à laquelle vous êtes attaché. Éric Zemmour, vous répondez des choses simples, vous voyez... Comme disait Philippe Séguin, une femme est enceinte ou elle n'est pas enceinte. C'est la même chose. Un pays est souverain ou il n'est pas souverain. Oui. Et l'Europe ne peut pas être souveraine d'abord parce que ce n'est pas une nation. Donc il y a incompatibilité de la notion même de souveraineté avec l'Europe, puisque l'Europe n'est pas une nation. Et deuxièmement, si l'Europe est souveraine, ça veut dire que l'Europe est devenue un empire et que la France ne l'est plus. Mais on ne peut pas avoir les deux. Et en plus, si vous voulez parler de souveraineté européenne, m'amuse toujours, parce que si vous voulez, le principe même de l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est en vérité tuer la souveraineté. Parce qu'à l'origine de la construction européenne, c'est la volonté de sortir de l'histoire, de sortir des nations, parce que les nations, c'est la guerre, le grand projet de Jean Monnet, et donc la souveraineté, c'est mal. Et c'est tout le problème de l'Europe. C'est que c'est une machine à détruire la souveraineté. Et le problème de la France, c'est qu'au nom de l'idéal européen, elle donne des éléments de plus importants de la souveraineté. Vous savez, à partir du moment, les souverainetés, qu'est-ce que c'est, C'est pouvoir faire la paix et la guerre, pouvoir rendre sa justice, pour avoir sa monnaie et faire sa loi. Est-ce qu'on est encore souverain aujourd'hui? On ne fait plus notre loi, c'est des directives européennes. On n'a plus notre monnaie. La justice, c'est des cours suprêmes européennes. Et faire la paix et la guerre, c'est notre dernière souveraineté. Et encore, c'est uniquement en Afrique. Je laisse répondre sur la souveraineté, ensuite l'islamisme. Vos idées sont bien connues.
Comment ? Vos idées sont très, très bien connues par rapport à ça. Vous devriez regarder pourquoi, dans l'Europe que vous décrivez, maintenant, il y a un certain nombre d'Européens qui auraient été, qui auraient incarné la ligne que vous combattez et qui se rendent compte qu'on a été trop loin. Donc il y a un changement dans des mentalités européennes. Sinon, ce que raconte Thierry Breton n'existerait pas. Oui, La Commission d'il y a 10 ans n'aurait jamais dit ce qu'il dit sur le numérique, par exemple. Donc il ne faut pas ramener uniquement l'histoire, la défense, la guerre et la paix. Dans les domaines du lendemain, technologie, industrie de demain, écologisation numérique, il y a un vrai changement de mentalité Monsieur qui se dessine en Europe. Ça fait 30 ans Donc, que j'entends ce discours-là. Oui, mais 30 ans. Non, mais la Commission... Ça fait 30 ans, je vous assure. Non, J'entends non, le même non, discours non, depuis non, 30 ans. non. Il y a une évolution dans Non, les mais- mentalités. Les Européens ont compris quelque chose. Oui. Le résultat, c'est qu'il n'y a rien. Vous avez vu ce qui s'est passé pour les vaccins, c'était patent quand même. La Commission de Bruxelles s'est plantée avec Mais elle n'est pas faite de façon merveilleuse. C'est pas son job, elle n'est pas faite pour ça. Oui. Oui, bah, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron lui a donné à faire. Donc Non, c'est c'est pas l'erreur. Macron Bah, tout seul. si. Vous savez quand même que sur les 400 millions de doses produites en Europe, on en a vendu 200 millions à l'étranger, alors qu'on en manquait. Ça, c'est la Commission de Bruxelles. Oui, Voilà, ça, c'est l'Europe. Donc, c'est bien de nous dire que si les esprits changent, etc. Mais d'abord, vous savez, vous connaissez la blague de Coluche. Sylvie Vartan a encore fait des progrès, j'attendrai la fin des progrès. Donc, c'est un peu la même chose avec la Commission de Bruxelles. C'est notre Sylvie Vartan à nous. Donc, vous voyez, votre discours subtil sur ils ont compris, ils font des progrès, Pourquoi j'entends ça depuis 30 ans. Il nous reste moins de 20 minutes. Et j'aimerais bien, si vous voulez répondre... fataliste. Non, alors je vous laisse suis dire pas une fataliste, petite phrase, ensuite on passe à deux autres tellement sujets. fataliste qui ne voit pas des changements qui sont en cours en vrai. Bon. Allons-y. Et vous continuons. avez un microscope et vous voyez des choses microscopiques. Alors, c'est tout. J'aimerais qu'on puisse revenir dans un instant Alors, pour j'étais trop terminer. subtil. Voilà, c'est bien ce que je dis sur un Terminer tout à l'heure. On va terminer tout à l'heure sur le rôle pour la France, justement, dans toutes ces relations internationales. Mais juste avant, une parenthèse quand même importante sur l'islamisme maintenant dans le monde. Et on aimerait avoir votre regard. On dit souvent que le XXe siècle a été celui des idéologies totalitaires, avec l'avènement du communisme, du fascisme, du nazisme. Est-ce qu'on peut considérer que l'islamisme qui monte en puissance aujourd'hui s'inscrit dans ce courant ? Beaucoup de penseurs musulmans pensent ça. Beaucoup de personnalités musulmanes, mais de nationalités variées en Europe, pensent ça. Pensent que c'est un vrai danger. Et je voudrais profiter de l'occasion pour dire à Éric Zemmour, qui n'est pas qu'un intellectuel brillant ou un écrivain, qui a une vraie influence, y compris politique, sur les choses, qu'on ne peut pas amalgamer tout ça. Donc il y a, c'est vrai, dans l'islam, il y a des courants, disons, fondamentalistes. Il y a une réislamisation d'une partie de l'islam, notamment dans l'islam sunnite. Il y a même une micro-minorité extrémiste, voire terroriste. Bon, en termes de nombre, c'est rien, mais enfin, c'est quand même, il y a des gros impacts. Mais il ne faut pas mélanger tout ça. Et je pense que, vu l'influence que vous avez, là, vous êtes une sorte d'hybride, quoi, pas uniquement un journaliste, vous avez une vraie influence. Ce serait important de donner la parole, y compris ici, à des musulmans, maghrébins, ou français, ou italiens, ou allemands, qui luttent contre l'islamisme avec un courage formidable, qui incarne... Alors je sais bien que l'islam des Lumières, c'est un peu idéaliste, parce que en plus on a connu un XXe siècle où il y a eu des musulmans presque modernistes, presque laïcs à la française, en Turquie, en Iran, en Afghanistan, en Égypte, et que l'islam est malheureusement dans le cycle inverse. Mais il ne faut pas sous-estimer ça, il ne faut pas négliger, il ne faut pas tout mélanger en disant, là aussi en étant trop fataliste, en disant de toute façon ils n'y arriveront jamais, l'islam tourne en rond, ils n'arriveront jamais à surmonter ça. Moi, je pense que le monde musulman finira par phagocyter, par résorber et l'islamisme et l'extrémisme. Et il faut plutôt saluer ça, il faut plutôt l'encourager. Je pourrais venir avec 30 noms de personnes, y compris en France, beaucoup de femmes d'ailleurs, beaucoup de femmes musulmanes, plus celles qui ont eu le Nobel en Tunisie, les romanciers algériens que tout le monde connaît, vous allez dire c'est presque rien, et ça marche jamais. Éric Non. Zemmour. Et Non, moi, non, C'est bien Éric parce que Zemmour moi, vous répond. Mes réponses, donc je vais pouvoir répondre autre chose. Il vous répond. D'abord, ça m'amuse toujours parce que dans ces débats-là, c'est toujours mon interlocuteur qui insiste pour parler d'islam et après les gens disent ah Zemmour il parle toujours d'islam, il est obsédé par l'islam. Donc Vous ne ferez pas ce reproche. voilà, Là, c'est je vous moi. remercie. C'est moi qui ai commencé. Et deuxièmement, vous me dites, vu votre influence, vous devriez distinguer entre islam et islamisme.
c'est comme si vous me disiez, vu votre influence, vous devriez distinguer entre le léninisme et le stalinisme. Je suis désolé de vous dire que le léninisme Non, je suis pas d'accord. laissez-moi finir, porte le stalinisme comme la nuée porte l'orage, selon le mot célèbre de Jaurès. Pourquoi je dis ça? C'est tout simple. D'abord, vous savez très bien que sémantiquement, c'est le même mot. Il a été inventé au XVIIIe, XIXe siècle pour équilibrer. Il y avait christianisme, judaïsme, bouddhisme, etc. Et on a donc dit islamisme. Mais sinon, c'est la même chose. Et surtout, plus fondamentalement, vous me dites, il y a des fondamentalistes, etc. Mais comme dit très justement Rémi Brague, l'islam est fondamentaliste par essence. Pourquoi? Parce que l'islam a réussi, d'ailleurs, quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire l'intégration dans un même ensemble de la religion, de la politique, de la morale, du droit et du social, et même de l'intellectuel. Oui, c'est plutôt... Et attendez. Alors, il termine. Attendez. Donc, si vous voulez, ça, c'est un ensemble qui s'appelle l'islam et qui s'appelle aussi l'islamisme. Comme disait un poète kabyle, si vous voulez, qui dit « Qu'est-ce que l'islam ? C'est l'islamisme au repos. Qu'est-ce que l'islamisme ? C'est l'islam en action. » En vérité, c'est la même chose. L'un est le moteur de l'autre. Et c'est tout le problème, d'ailleurs, pour les musulmans. C'est qu'il n'y a pas dans leur religion, une différence entre le temporel et le spirituel. Ils n'ont pas fait ce chemin-là. Et en plus, il y a, si vous voulez, l'islam repose sur une triple inégalité fondamentale, fondatrice. Et ce n'est pas l'islamisme. Une inégalité entre les croyants musulmans et les autres, ce qu'on appelle les infidèles. Une inégalité entre les hommes libres et les esclaves. Une inégalité entre les hommes et les femmes. Et cette triple inégalité est au fondement de l'islam, et ce n'est pas l'islamisme. Donc si vous voulez, quand par exemple vous voyez une femme voilée dans la rue, ce n'est pas une islamiste, c'est une musulmane. Et c'est tout notre problème face à l'islam. Hubert Védrine. Ben, c'est justement ça qu'à mon avis, il faut dépasser. Vous avez bien il faut. Il y a des gens qui vous pouvez donner la parole, des livres que vous pouvez citer, vous pouvez les encourager au lieu de les décourager, vous les enfermez avec une sorte d'immobilisme complètement... Mais c'est pas moi qui ne suis immobiliste, c'est l'islam qui est fixiste. Et est-ce que vous vous rendez compte du mépris en vérité, de la commisération avec laquelle vous traitez cette histoire? Il faut leur dire, il faut les encourager. Non, mais ils sont libres d'eux-mêmes. Ils sont libres de leur civilisation. Ils sont libres du regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Il y a des tas de responsables musulmans, d'intellectuels, d'avocats, de romanciers, sans parler des femmes dans l'islam qui finiront par jouer un rôle énorme, qui seraient très heureux qu'on leur donne plus la parole. Vous voulez pas voir sa liste, Éric Zemmour? Il a dit qu'il a une liste. Mais moi, je serais ravi. Mais moi, c'est pour On moi est ravis de prendre votre liste, Hubert. Moi, je ne suis pas président de chaîne. Ça nous intéresse. Je ne suis pas président de chaîne. Vous êtes un débatteur coriace. Je débat avec qui veut débattre. Oui, vous arrivez à les En général, c'est les gens qui ne veulent pas débattre avec moi. Moi, j'accepte tout le monde. Bon, je vous enverrai des idées. Avec grand plaisir. Des suggestions. On est d'accord là-dessus? Vous ne mélangez pas tout? Chacun a donné son avis sur... J'ai donné mon avis. Alors, est-ce qu'on peut lutter contre l'islamisme comme on a lutté contre les autres totalitarismes, alors que ce courant idéologique est né d'une religion, l'islam? Et ensuite, on passe à la France. Oui, mais il faut distinguer parce que c'est quand même issu d'une religion, quelles que soient les discussions qu'on peut avoir sur le degré de lien avec l'islam, etc. Est-ce que c'est irréversible ou est-ce que ça peut se corriger? C'est pas la même chose que le stalinisme, même si beaucoup de gens Raymond Aron considérait que le marxisme était une religion séculière. Bon, c'est quand même pas pareil. Donc il faudrait se rappeler l'époque de l'Église catholique. Je sais bien qu'il y avait dans l'Évangile la distinction laïque. Malgré ça, quand même, pendant des siècles et des siècles, l'Église catholique était complètement totalitaire. Non. Monsieur Bessé, il n'y a pas que l'Inquisition. Non. Elle pouvait être tyrannique, mais pas totalitaire. C'est pas la même chose. Elle englobait toute la vie sociale. Tout. Mais... Alors, c'était pas l'Évangile, vous me diriez. D'accord. Pas l'Évangile. Mais ça, Jésus a refusé, justement, de légiférer. Oui, mais je ne parle pas de Jésus, là. Je parle de l'Église catholique, du catholicisme en Europe pendant des siècles. Mais sauf que le texte était une rébellion contre la pratique. Tandis que dans l'islam, il n'y a pas cette différence. Je ne discute pas sur Jésus, là. Je veux dire que même l'Église, ou peut-être à l'origine, dans l'Évangile, il y avait les éléments pour progresser, a mis des siècles à se sortir de ça. Mais il n'y a pas dans le Coran des éléments pour progresser. Le drame des religions révélées. Bon, globalement, mais surtout le catholicisme, un peu moins le judaïsme, etc. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui à l'œuvre dans l'islam des penseurs, des gens pratiques
qui sur le terrain résistent à tout ça, et que finalement, il va naître, sans doute en Europe, avant que ça se propage dans les pays arabes, une sorte d'islam différent qui finira par remettre les choses à leur place, vous voyez, même si au départ, englobe tout. vous voyez bien que c'est tout le contraire qui arrive. Oui, mais vous avez accepté de débattre avec des gens qui vont défendre ces idées, donc je vous enverrai des... Mais avec plaisir. Mais vous voyez bien que c'est tout le contraire qui arrive. Aujourd'hui, quand vous faites des sondages, ce sont les jeunes musulmans qui ont la nationalité française qui estiment que la charia est supérieure aux lois de la République. Oui, les plus anciens étaient beaucoup plus réservés. Comment ? Il y a une réislamisation qui tient beaucoup au travail fait par l'Arabie, d'ailleurs, depuis 30 ou 40 ans, qui est un vrai problème aujourd'hui. Mais d'abord pour les Arabes. D'abord pour nous, surtout. Parce que les Arabes, ils font ce qu'ils veulent, vous savez. L'islam, c'est leur civilisation. Mais c'est un problème pour nous. Parce que justement, on a une guerre de civilisation sur notre sol. C'est pas un problème que pour vous. Ah bah si, c'est que pour nous. C'est un problème. Enfin bon, on va pas éterniser sur le sujet puisque... Excusez-moi, leur problème à eux, ils sont responsables. Moi, je les prends pour des adultes. C'est peut-être ça la différence entre vous et moi. Moi, je les prends pour des adultes, je les enferme pas. Ils s'enferment tout seuls. Vous les enfermez. Écoutez, monsieur Védrine, c'est pas moi qui décide que les femmes doivent se voiler. Ce n'est pas moi. Donc moi, j'enferme personne. Moi, elles font ce qu'elles veulent. Vous les enfermez. Et tout le monde fait ce qu'il veut. Vous les enfermez. Mais ils sont responsables de leur propre sort. Vous les enfermez en condamnant par avance toute évolution possible. Pas du tout, je ne condamne rien. Je constate qu'elle est hyper marginale. C'est tout. Et qu'elle ne parvient pas à percer le cœur de cette civilisation, parce que tout simplement, c'est l'ADN de cette civilisation qui est ce que j'ai décrit. Et moi, je suis moins fixiste. Non, mais c'est l'islam qui est fixiste. Je fais un pari sur l'avenir. Voilà. Pessimiste, optimiste. On peut dire ça ? Ouais. Alors, pas tout à fait d'accord. C'est plus nuancé que ça. Je dirais chimérique, réaliste. Bon, merci beaucoup. Bon, merci pour cette définition. Messieurs, j'aimerais qu'on puisse terminer un petit peu sur le rôle de la France au niveau international et puis un peu dissuasion nucléaire, siège de membres permanents au Conseil de sécurité, puissance économique, influence militaire. La France garde de nombreux attributs, vous l'avez dit tout à l'heure aussi, de puissance qui lui permettent de peser encore sur le destin du monde. Quelle est la vocation internationale de la France aujourd'hui ? Avant même, on n'est pas une ONG ou un parti politique ou une actrice à la recherche d'un rôle. La première mission, c'est d'assurer la sécurité de la France. Le maintien de la France dans son identité, qui peut s'enrichir sans arrêt, qui a passé sans arrêt depuis des siècles, elle s'enrichit de tous les apports, etc. Mais il faut quand même qu'au bout du compte, il y ait une sorte de synthèse qui se fasse et que ce pays reste quand même capable de prendre des décisions par lui-même, pour lui-même. Une sorte d'autonomie dans 10 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Mais je pense que le handicap des Français, c'est leur pessimisme, en fait. Ils ne sont pas pessimistes, y compris votre fatalisme, il y a des éléments vrais que je reconnais, mais à l'arrivée, c'est complètement décourageant, ce que vous dites. Donc je pense que les Français ne sont pas pessimistes à cause de leur handicap, dont on aurait fait la liste. Ils sont handicapés par le pessimisme. Ouais, d'accord. Et les organismes mondiaux, genre Pew, qui font les analyses d'opinion, arrivent à montrer certaines années que les Français, qui sont assez contents de leur sort, en réalité, même s'ils se plaignent toute la journée, ils sont plus inquiets de l'avenir de leur pays que, par exemple, les Irakiens sur l'Irak ou les Afghans sur l'Afghanistan. Donc il y a quand même un bug quelque part. Donc oui, là, la France continue à devoir indépendamment du rôle. Je mets ça avant l'idée du rôle, parce que le rôle, c'est grandiloquent. C'est-à-dire on a le droit d'exister que si on a un rôle particulier, qu'on est universel, qu'on est ceci, cela. Comme les Anglais qui croient à la relation exceptionnelle avec les États-Unis, comme les Américains, dont déjà George Washington disait qu'ils devraient être les législateurs du monde. Bon, mais je crois que ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde actuel d'interdépendance. Donc il ne faut pas trop se poser la question. Et je crois qu'il faut regrouper les éléments de confiance en soi, de lucidité, de connaissance de l'histoire. Je ne parle pas des lois mémorielles qui sont des constructions artificielles, mais de l'histoire en vrai, assumée, et pour aller au-delà. Donc je ne suis pas pour raser les murs, mais je ne suis pas non plus pour revenir à une grandiloquence, pour le coup, complètement chimérique. Je suis entre les deux. Éric Zemmour.
J'étais d'accord au début avec votre diagnostic et après, Maintien de son identité, ça vous a plu, ça? Voilà, oui, je suis tout à fait d'accord. Le rôle d'abord de l'État, c'est pas d'avoir un rôle, c'est pas... d'une identité changeante. Non, mais non, justement, l'identité peut évoluer, mais elle n'est pas changeante. Il y a des fondamentaux. Elle peut évoluer. Bien sûr, mais elle est toujours enrichie, mais seulement si elle est retranscrite dans un logiciel séculaire et même millénaire. Là, je suis d'accord, oui. On est d'accord là-dessus. Bon. Donc ça, au moins, c'est clair. En revanche, quand vous dites les Français... 5 bonnes minutes. Hein. Les Français, comment? Il nous reste 5 bonnes minutes. Quand les Français, vous dites, leur problème, c'est le pessimisme, et vous dites très justement, ils sont optimistes pour eux, mais ils sont pessimistes pour leur pays, mais c'est parce que tout simplement, ils sont lucides. Et que, vous savez, c'est le mot de l'historien Pierre Nora. Les Français savent qu'ils ont un futur, mais ils pensent qu'ils n'ont pas d'avenir. Et c'est ça le problème français. C'est que le problème français, il est double. C'est le déclin français relatif dans le monde. La France est toujours vue comme une grande puissance et elle se voit décliner à vue d'œil. Encore dans l'épidémie, on a bien vu tous les ratés français et ça nous a humiliés. Et deuxièmement, la France voit qu'elle peut mourir. C'est-à-dire qu'elle subit une vague migratoire phénoménale, une transformation de la population inédite dans l'histoire de ce pays, et un remplacement incroyable d'une population par une autre, d'une civilisation par une autre, et elle se voit mourir en face. Donc avec ça, si vous voulez ne pas être pessimiste, il faut vraiment être stupide. Donc les Français ont raison d'être pessimistes pour leur pays. Le seul problème, c'est qu'ils se disent on ne peut rien faire. Moi, je pense qu'on peut faire des choses. Mais le pessimisme, ça permet justement de faire quelque chose et de tenter quelque chose. Mais il faut donner le bon diagnostic pour un pays qui, à la fois, veut garder un rôle mondial, et vous avez raison, tout dénué de grandiloquence, même si on reprochait déjà au général de Gaulle sa grandiloquence. On se moquait de lui déjà à l'époque. Donc il y a aussi affirmer la grandeur de la France, c'est pas forcément grandiloquent. Il y a aussi un côté, vous savez, Emmanuel Berth disait au général de Gaulle qu'il avait déridiculisé la France. Je pense qu'on est de nouveau ridicule à nos propres yeux et qu'il faut de nouveau nous déridiculiser. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est évidemment affronter ce problème majeur qui est le risque de mort de la France par le remplacement de population et le remplacement de civilisation par une autre. Et c'est pas rien, c'est pas un enjeu mineur. Même quand la France était occupée, elle risquait moins. La France se voit mourir, elle est menacée? Je pense que le traumatisme d'origine de tout ce que vous décrivez, c'est juin 40, en fait. Ça reste juin 40, avant même tout ce que vous avez dit. On peut discuter sans fin, parce qu'évidemment, j'ai un point de vue différent, mais à l'origine, il y a l'effondrement de juin 40. Oui, peut-être. Sans précédent dans l'histoire de France. Même pendant la guerre de 100 ans, on ne trouve pas l'équivalent. Ça, c'est sûr. C'est fondamental, alors que De Gaulle a sublimé. Voilà, il a déridiculisé, ce que je vous dis. Et après, Mitterrand a essayé de le sublimer pour la gauche. Oui, j'ai bien compris. Alors après, dans la situation actuelle, je crois qu'il faut répondre à ce que vous dites, qu'on partage ou pas votre diagnostic. Les mots. Je ne partage pas les mots, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut, en France en tout cas, si possible dans un Schengen reconstitué, avec des pays capables de contrôler les frontières extérieures. Il faut une maîtrise des flux migratoires. Si on faisait le référendum comme en Suisse, dans toute l'Europe, les gens rejetteraient l'immigration de masse, et pas l'immigration. Parce qu'ils savent que les sociétés s'arrêtent, que ça peut pas... Non. Vous êtes pour le référendum? Il faudrait... Comment? Vous êtes pour le référendum? Non, c'est un référendum, ça dépend quand, à quel moment, sur quelle question, etc. En tout cas, il nous faut une maîtrise des flux migratoires négociée avec des quotas par métier, pas par nation, ça n'a pas de sens, avec les pays de départ et de transit. Et il faut dissocier ça du droit d'asile, qui est quand même massivement détourné aujourd'hui. Il faut réserver l'asile. Il faut le maintenir à tout prix, même contre la Hongrie, etc. Il faut le maintenir. Parce que c'est aussi vieux que l'asile dans les églises. C'est l'identité même. L'identité, vous aimez ça. L'identité profonde de l'Europe chrétienne. Mais il faut le préserver, pas pour des gens qui réussissent à entrer comme ça. Monsieur Védrine. Attendez, laissez-moi finir. Non, parce qu'après, on va me dire que j'ai pas le temps. Non, mais j'ai pas fini même cette phrase-là. Attendez. Terminez votre phrase. Il faut le préserver pour des gens qui sont vraiment en danger. Pour des raisons de race, de secte, de religion, de croyance, ceci, cela. Ça, c'est l'asile. Et le reste, il faut revenir sur un terrain négocié, normal, légal. Et vous savez très bien qu'aucune société européenne d'aujourd'hui ne pourra se passer complètement de l'immigration. Aucune. Monsieur Védrine. Simplement, il faut le regérer. Les gens pensent que c'est pas géré du tout. Monsieur Védrine. Je vous donne le dernier mot dans un instant, 10 secondes. Éric Zemmour, votre dernier mot. J'entends votre discours depuis 30 ans, 40 ans. C'est, excusez-moi, c'est du baratin.
Aujourd'hui, les gens le savent. Quand on entend maîtrise des flux migratoires, on sait que c'est du baratin et qu'on n'y arrivera pas. Il faut arrêter. Georges Marchais, en 81, disait « Il faut arrêter l'immigration illégale et légale ». Eh bien, il faut écouter Georges Marchais. 40 ans après, il faut tout arrêter. Même le droit d'asile, Monsieur Védrine, le droit d'asile, c'est pour Solzhenitsyn et Victor Hugo. C'est pas pour des centaines de milliers de Syriens. Et si vous avez absolument besoin d'immigrer, eh ben vous faites venir des Polonais et des Roumains. C'est exactement ce que font les Allemands. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas venir des Polonais et des Roumains. On fait venir des Maghrébins. On ne fait pas venir d'ailleurs parce qu'ils décident eux-mêmes de venir, puisque c'est ceux qui sont dans la diaspora en France qui les font venir, puisqu'on ne maîtrise plus rien. Donc c'est soit on arrête tout, soit on ne maîtrise rien. Mais votre entre-deux qui se croit, je dis bien, réaliste, c'est le comble en vérité de la chimère. Il nous reste 5 secondes, vous avez le dernier mot. Moi, je ne suis pas sur la ligne Georges Marchais, Éric Zemmour. Je pense qu'on peut maîtriser. On peut maîtriser, je pense qu'on peut réguler, qu'on le doit. Il faut maintenir le droit d'asile vrai pour les gens vraiment en danger. Je n'ai pas mélangé avec les... Et j'ai très bien compris, sauf qu'il sera détourné. Merci beaucoup, Hubert Védrine, d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Fin de ce face-à-face. Tout de suite, à La Belle Histoire de France avec Marc Menant, Franck Ferrand, Anne de Bretagne, l'éternelle courtisée.